Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vorat sur Radio IDFM avec Philippe à la technique et Christophe ce matin. Bonjour Philippe, bonjour Christophe. Bienvenue dans ce dernier bar de l'économie 2020 et très heureuse de passer ces 90 minutes en votre compagnie sur Radio IDFM 98, idfm98.fr ou en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie. On adore recevoir vos messages. Et pour toutes nos émissions en replay, allez sur YouTube, chaîne Bar de l'économie. Relations interculturelles, surmonter ses idées reçues en découvrant l'autre, analyse et décryptage. Il y a plusieurs façons de regarder le monde. Aujourd'hui, mardi 22 décembre, je vous invite avec deux spécialistes à voyager du Moyen-Orient à la mer de Chine, en passant par l'Iran, la Russie et pourquoi pas les États-Unis. Bonjour Frédéric Close. Bonjour. Frédéric Close, vous êtes directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise, docteur en sciences politiques et romancier. Et c'est cette activité que nous retiendrons ce matin, puisque vous êtes venu nous présenter votre 4e ouvrage, Le Testament d'Alexandrie, publié aux éditions Fauve. Un livre remarquable qui nous plonge dans une histoire magnifique à travers l'actualité politique et secrète du conflit israélo-arabe des années 1950 à nos jours. À vos côtés, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, vous êtes chercheur, conférencier en géopolitique, diplômé de l'ISC Paris, maîtrise de gestion et DEA de finance à Paris 9 Dauphine. Aujourd'hui fondateur d'un média web indépendant, Le Monde Décrypté. Et avec vous, en cette fin d'année 2020, nous tenterons d'analyser les enjeux majeurs de l'actualité internationale. Bienvenue et merci à tous les deux pour votre présence dans nos studios. Avant de donner la parole à mes invités, voici l'info du jour. Alors que les restaurants classiques restent fermés, les restaurants 2.0 sont dopés par la crise sanitaire. Alors qu'est-ce qu'un restaurant 2.0 ? C'est un restaurant sans salle et sans serveur, dont les plats sont distribués uniquement via des plateformes de livraison où la composition du menu est collaborative. Les internautes proposent et votent un menu complet, entrée, plat, dessert, qui sera ensuite proposé à la carte du restaurant pendant une semaine. Et dans le marasme économique causé par la crise sanitaire, cette branche de la restauration s'en sort bien. Pour preuve, les dark kitchens connaissent un engouement inédit, un microcosme dans le monde de la restauration, puisque sur les 25 000 restaurants présents sur Uber Eats en France, 1500 marques virtuelles sont recensées par l'application. Si l'effet boom du confinement est retombé au mois d'avril, la croissance reste supérieure à l'année précédente, explique Jean Valfort, fondateur de la société. Même constat du côté de Taster, qui se revendique comme le leader européen du secteur. La start-up créée en 2017 détient une quinzaine de restaurants sous 5 marques distribuées à Paris, Rouen, Londres et Madrid. Et son chiffre d'affaires a été multiplié par 2 depuis le début de la crise sanitaire. Le confinement a joué un effet accélérateur dans le développement de la restauration livrée, confirme Deliveroo. Le Covid a fait gagner 3 ans au marché, ajoute Anton Soulier, ex-cadre de Deliveroo et fondateur de Taster. Cet essor est aussi permis par le modèle économique de ces établissements qui jouissent d'un seuil de rentabilité peu élevé. En effet, pour créer une dark kitchen, il suffit d'installer une cuisine et ses cuisiniers dans un lieu à forte densité de population pour être visible sur les applications. Inutile donc de se ruiner dans un local qui a pignon sur rue. L'investissement est 6 à 10 fois moins cher que celui d'un restaurant classique en fonction de l'équipement que l'on choisit. Outre la localisation, on économise sur la surface et la décoration, n'ayant pas besoin de salle pour accueillir les clients, explique encore Jean Valfort. L'investissement pour un restaurant traditionnel va de 100 000 à 1 million d'euros. Or, à partir de 50 000 euros, il est possible de créer une marque virtuelle. Des coûts fixes moins importants toutefois émoussés par celui des livraisons, puisque le pourcentage reversé aux plateformes peut représenter de 20% à 35% des recettes, précise Anton Soulier, le fondateur de Taster. Exponentiel, ce phénomène n'est pas seulement parisien. Quentin Laquanta est propriétaire de 5 pizzerias à Toulouse, baptisées La Manufacture, au sein desquelles il avait développé en 2019 3 marques virtuelles dédiées à la pizza et aux salades. La pandémie a précipité sa digitalisation. Ces 6 dernières semaines, le Toulousain a lancé 10 restaurants virtuels sous 4 marques différentes.
Une stratégie payante, puisqu'il a réalisé 80% de son chiffre d'affaires habituel, alors même que ses restaurants avec salle étaient fermés. Cela nous a sauvés pendant la crise, explique-t-il. Évidemment, il envisage déjà de développer d'autres marques virtuelles à Lyon et Bordeaux notamment. En conclusion, pour ces deux spécialistes, le confinement a certes été un catalyseur, mais la livraison de repas est une tendance de fond qui a de beaux jours devant elle. La société britannique Deliveroo en fait d'ailleurs le pari. Depuis 2 ans, la plateforme développe en France des cuisines éditions dédiées exclusivement à la livraison. Nous hébergeons des restaurateurs qui n'ont qu'à s'installer sur place pour faire leur cuisine et gérons le site et les livraisons. Des dark kitchens mutualisés en quelque sorte, même si la malbouffe reste leur spécialité. Aujourd'hui, 2 sites à Courbevoie et un à Saint-Ouen hébergent 20 restaurants digitaux et la plateforme prévoit d'ouvrir une demi-douzaine de sites éditions supplémentaires en 2021. Alors voilà, moi j'ai découvert ce qu'étaient les dark kitchens. Est-ce que vous connaissiez cette appellation? Je m'adresse à Frédéric Close et Gérard Vespierre. Bonjour, Frédéric Close. Oui. Pour ma part, je ne connaissais pas les dark kitchens. Il m'est difficile d'en parler. Certainement que c'est un modèle économique nouveau, vous l'avez dit, favorisé par la crise. Ce qui me fait un peu peur, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est quand même le mot déshumanisation. Oui, complètement. Voilà. Peut-être que je reste un peu nostalgique et accro au restaurant traditionnel. Oui. Gérard Vespierre. J'ai eu l'occasion effectivement de croiser ce concept dans une lecture assez récente, puisque le concept est nouveau. Et je suis assez réservé sur le long terme. Oui. Parce que il y a un produit qui est la restauration, et puis il y a une façon de fournir cette restauration en salle, dans un restaurant classique, et puis livraison à domicile. Alors, effectivement, la situation sanitaire, la Covid, nous a fait découvrir la capacité du marché à demander des livraisons à domicile. Mais les restaurateurs ne sont pas restés bras ballants. Et donc, voilà, ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir 2 canaux de distribution, leur salle et, je peux dire, des cyclomoteurs. Donc voilà, et je crois que l'avenir est dans le multicanal, comme on dit dans d'autres univers. Et je crois qu'avec le fait que vous ayez un nom, que vous ayez un emplacement, une qualité, et que en plus, une qualité de restauration, et que en plus vous puissiez exploiter cela par un canal de distribution nouveau, mobile, pour aller vers la résidence du consommateur, eh bien, je pense que c'est ce modèle-là qui va gagner, et non pas celui qui est confiné avec de faibles marges, des prélèvements de réseau et des qualités moindres. Merci beaucoup pour cet espoir, en tout cas pour nos restaurants traditionnels. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio des amis. Le dark va rester dark. Oui, c'est complètement... J'ai pas osé la faire. Ça fait penser... Darknet. Oui, enfin moi ça m'a fait penser à Dark Vador. Il y a la sourdine. Je vais vous demander de vous décaler un peu parce que vous allez regarder la caméra, donc le micro il va être là. Alors, si et puis peut-être aussi de bien parler en face du micro, parce que c'est un micro directionnel. D'accord. Et donc en répondant, on regarde le micro ou on regarde Jacqueline? Non, mais là, les deux en même temps. Non, mais c'est Parce que j'ai 2 yeux, c'est malin. C'était bien là, c'était parfait. Parce qu'à la base, c'est de la radio quand même, c'est pas de la vidéo. Oui, mais c'est important d'avoir un son, un bon son, on vous comprenne bien à la radio. Vous avez lu
Parce que même pour les montages, Vous avez après, lu, c'est quand même on prend les piges. On prend les piges si on Oui, il y a l'homme. c'est pas terrible. C'est top. Formidable. C'est Ouais, c'est ce que formidable. je me suis Avec les dit. allers-retours. Dans ce que vous dites, Hein, j'ai le trouvé, voit, j'ai parce pensé que- que vous l'aviez oui, ça lu. va. Comme Moi, un j'ai lu, expert. C'est un excellent écrivain. Excellent. Vraiment, vraiment. Ouais, pour les Alors mêmes, justement, les je suis mêmes, en train de le ça, lire. voilà. J'ai arrêté. Il faut nous dire, Là, je l'ai vous pouvez nous le dire avant de Il y a prendre l'antenne. hein. Oui, bah sur voilà. Nietzsche aussi que j'ai lu. Ah oui, je ne l'ai pas lu. C'est top. Enfin, Merci. Plus la thérapie existentielle. Ah oui, 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 absolument. Faut qu'il leur tire de la base de données, celle-là. L'envie de journaliser Ah l'idée, oui, il marque oui. pas en live, alors faut pas Ah savoir. d'accord. C'est pas grave. Enlever l'envie d'être génie en live. Bon, allez, on va reprendre. T'es prête? Radio IDFM, le bar de l'économie, un extrait de l'envie de Johnny Hallyday. Vous écoutez donc Radio IDFM 98 et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Close, directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise et auteur du Testament d'Alexandrie publié aux éditions Fauve. Et Gérard Vespierre, fondateur du Monde Décrypté, un site web indépendant. Frédéric Close, rebonjour et encore merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Après un parcours riche, vous êtes depuis 2017 le patron des policiers du Val d'Oise. Et avant de développer votre autre activité qui est l'écriture, dont vous dites d'ailleurs qu'elle est devenue une nécessité, je vous laisse nous faire découvrir votre parcours, Frédéric. Bonjour. Ben, écoutez, je suis commissaire de police, Oui, originaire de la ville de Nice. oui, J'ai démarré dans la restauration en échec scolaire et cet échec scolaire a été un bénéfice puisque je me suis engagé du coup dans les parachutistes, dans mon service militaire au Liban. oui, Comme ça que j'ai fait la connaissance du Moyen-Orient, d'accord. Israël, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte. C'était en quelle année? C'était en 1982. D'accord. Donc et- vous avez, excusez-moi, vous étiez dans l'immeuble Drakkar? Alors, Quand il y a eu je le- n'étais pas dans l'immeuble Drakkar, c'était un an après, mais Ah. c'est mon régiment et ma compagnie, donc des collègues Ah. à moi qui sont malheureusement au péri, Ah oui, 52 d'entre eux oui, 52, oui. dans le Drakkar. Et pour ma part, au retour de ce voyage, cette immersion exceptionnelle au Moyen-Orient, en pleine guerre civile, je suis revenu bouleversé, plein de questions, mais ça m'a donné également l'énergie de reprendre des études. Oui, Moi qui avais oui, arrêté oui. en troisième avec un CAP de serveur. De mauvais élèves, je suis devenu plutôt bon élève. J'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de sciences politiques, je suis devenu commissaire de police. Effectivement, j'ai soutenu une thèse sur l'État d'Israël, les fondements de l'État d'Israël, une thèse de doctorat en sciences politiques, il y a maintenant très longtemps, il y a 26 ans, et je me suis toujours passionné pour la géopolitique, que j'ai, en plus de mon métier de commissaire, enseigné un petit peu à l'université. Oui, Et passionné pour le monde arabo-musulman, pour l'État d'Israël, l'Égypte, le Liban. Et les différents voyages que j'ai faits dans ces pays m'ont nourri émotionnellement, Oui, m'ont oui. appris également en retour à connaître la France. Et puis c'est Gérard de Nerval qui disait je suis un occidental perverti par l'Orient. Ben, moi aussi, cette fois, peut-être comme De Gaulle, j'étais parti vers ce Moyen-Orient compliqué avec des idées simples, et je suis revenu chamboulé avec beaucoup de questions. oui. Comme commissaire de police, j'ai exercé sur différents postes, une douzaine, chef de circonscription dans différentes villes, à Fontenay, à Melun, en direction centrale. J'ai été conseiller également
au cabinet de François Fillon, conseiller technique pour les questions de sécurité et de renseignement. J'étais directeur des renseignements généraux, médiateur interne de la police. Très riche. Et puis depuis 2017, effectivement, je suis directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise. Donc c'est un poste exigeant où on ne s'ennuie pas, mais à mes rares heures perdues, comme vous avez pu le constater, j'essaie d'écrire et j'ai écrit mon 4e ouvrage, et qui, comme le précédent, Teshuvah. Ce 4e ouvrage se déroule dans le contexte du Moyen-Orient, c'est-à-dire que malgré les années qui ont passé, le Moyen-Orient fait toujours partie de moi. C'est vrai, oui, on comprend que vous êtes vraiment complètement investi avec cette région. Alors, alors qu'à une époque, c'est vous qui le dites, hein, il vous paraissait impensable de pouvoir écrire. Donc, vous venez de publier ce 4e ouvrage. Est-ce que écrire, c'est un besoin impérieux de s'exprimer en couchant des mots sur le papier, pour vous? Oui, c'est un besoin impérieux, un besoin à la fois futile et fort, de peut-être tenter de retenir le temps. Oui, oui. Un besoin de transmettre aussi. Le temps cannibalise nos vies et qu'il sera le plus fort. Un besoin de transmettre, oui, à travers mes romans. J'essaie de faire passer des émotions, des messages. Et puis pour ces 2 derniers romans en particulier, effectivement, une réflexion parfois romancée, mais sur ce Moyen-Orient qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup apporté. Mais c'est aussi une réflexion critique. Qui fait écho aux problèmes actuels sur la société. Oui, vous soulevez des problèmes sociétaux importants. Comment concilier unité et diversité, mais tout simplement aussi le plaisir d'écrire, tout simplement de partager, de coucher des mots sur le papier. Et puis, je pense que quand on écrit, il y a un chef d'orchestre clandestin qui est là derrière et on ne maîtrise pas tout et c'est très bien comme ça. Ah oui. Alors, vous êtes en activité, on l'a dit, une activité qui ne doit pas être de tout repos. Et donc, quand trouvez-vous le temps d'écrire? Alors, déjà, l'écriture est précédée d'une mentalisation de plusieurs thèmes, plusieurs sujets, plusieurs envies d'essais ou de romans que j'ai en tête. Je privilégie le roman parce que j'en ai envie, parce que dans mon travail, dans ma mission de directeur de la police, j'ai un devoir de réserve, donc les essais, je me mets de côté, je préfère le roman. Une fois que j'ai mentalisé un texte, même quand je suis fatigué, ça vient tout seul. Même quand je n'ai pas le temps, immédiatement, il faut absolument... Donc vous prenez un papier, vous l'écrivez. Voilà. Ça commence à s'imposer, je commence à prendre un petit carnet avec moi, je commence à écrire des notes, des thèmes, que j'ai un thème en particulier en tête, ce petit carnet ne me quitte plus, que je sois en mission, au travail, chez moi, le jour, la nuit, il est toujours avec moi. Et puis j'ai beaucoup écrit entre midi et 2. D'accord. Et dans les médiathèques ou dans certains cafés. D'accord, très bien. Alors, le Testament d'Alexandrie, c'est un livre formidable que j'ai lu d'une traite, qui met en scène des personnages attachants, dont 2 adolescents exceptionnels confrontés à une liaison interdite. Alors, sans dévoiler plus qu'il n'en faut, vous pouvez nous résumer en quelques mots ce roman? Alors, nous sommes dans l'Égypte des années 50, en particulier dans cette ville d'Alexandrie, qui est si particulière parce qu'elle est cosmopolite. Elle est un concentré de la richesse historique de l'Égypte. Dans cette Égypte des années 50, dans la ville d'Alexandrie, que j'ai choisie, pas pour rien, Alexandrie a été le premier consulat français en Égypte, et puis l'Égypte, depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte, de 1798 à 1801, est devenu un pays francophone, parce que l'expédition de Bonaparte, l'expédition française, l'expédition coloniale, avec ses 150 scientifiques, n'est pas restée longtemps en termes d'intensité, mais par contre en termes de durée. Mais il est resté l'intensité d'une relation forte,
un héritage francophone entre la France et l'Égypte, un héritage fait de violence, de rejet, mais aussi d'amour, de fascination. Donc ces 3 années ont été une période parfois méconnue de l'histoire et qui ont contribué à l'éveil du monde arabo-musulman. Oui. Alors j'ai choisi le cadre du lycée français d'Alexandrie. Dans le lycée français d'Alexandrie, dans les années 50, sont mélangés les Grecs, les Libanais, les Égyptiens de toute confession, c'est-à-dire les chrétiens, oui, oui. coptes, mais aussi des Égyptiens juifs et musulmans. Le jeune David, juif égyptien, oui. et la jeune Aïcha, musulmane égyptienne, sont à l'école depuis l'école primaire et ont grandi ensemble, sont forcément devenus amis, ont appris à se côtoyer, ont appris aussi à faire avec les interdits religieux. Une musulmane et un juif ne doivent pas s'aimer, parce que les deux religions, soit le judaïsme ou l'islam, interdisent ces amours et surtout ces unions. C'est des interdits religieux, c'est des tabous, le mariage mixte n'est pas permis. D'ailleurs, ça se retrouve encore aujourd'hui dans la législation, aussi bien par exemple de l'Égypte et même de l'État d'Israël, qui est pourtant un État démocratique, mais dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et c'est un vrai sujet. Le mariage mixte n'est pas possible. C'est un vrai sujet qui pose des questions sur l'État, qui pose des questions sur le conditionnement. Et peut-être d'ailleurs pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les musulmans interdisent le mariage mixte pour une certaine raison et la communauté juive pour une autre, je crois. Enfin, alors, on pourrait y revenir. C'est un autre, sujet. Débat. Alors dans cette Égypte des années 50, effectivement, David et Aïcha sont amenés progressivement à devenir intimes et puis tout simplement à s'aimer et très vite voir que cet amour est impossible et ils envisagent une fuite. Au départ, une fuite imaginaire, une fuite théorique d'adolescents. Et dans l'Égypte des années 50, il y a un bouillonnement historique particulier. Nasser, le président Nasser, arrive au pouvoir, un président particulièrement charismatique qui va faire rêver le monde arabe, qui va être un grand leader du tiers-monde. Et l'arrivée de Nasser, du nationalisme égyptien et au pouvoir ne va pas être sans conséquence sur la communauté juive d'Égypte, puisque cette communauté juive d'Égypte va partir du fait des persécutions antisémites. Les Juifs sont accusés d'être des agents sionistes à la solde d'Israël, qui vient d'être créé en 1948, quelques années auparavant. Et le jeune David, lui, pense qu'il est égyptien, il se sent égyptien, il parle arabe, il parle le dialecte d'Alexandrie ou du Caire, et il souhaiterait être égyptien, juif, c'est-à-dire un Égyptien reconnu dans sa judéité, etc. Et puis surtout, il aime Aïcha. Aime Aïcha. Et un soir, son père, alors que les persécutions redoublent et que les Juifs sont obligés de partir en secret pour ne pas être emprisonnés ou parfois tués, son père lui demande d'aller se coucher. Il a fini ses devoirs, il va se coucher. Et puis 2 heures après, son père le réveille et puis lui demande de préparer ses affaires. Il s'aperçoit que tout est prêt. Et puis il quitte la maison. Il quitte la maison, il est dans un rêve, il ne sait pas ce qui se passe. Ils partent, tout phare éteint, avec plusieurs familles juives d'Alexandrie, d'Égypte. Ils se retrouvent sur un bateau. Le père, dans un premier temps, leur dit on va trouver refuge en Grèce ou à Chypre, le temps que les persécutions antisémites conjoncturelles disparaissent. Et puis au bout d'un moment, ils changent de bateau. Et puis le père, très ému, leur dit c'est fini, on ne reviendra plus en Égypte. On a, nous aussi, c'est un passage 2000 ans très après émouvant. Dès 2000 ans après la captivité et l'exode du peuple juif d'Égypte, on part en Égypte, on part d'Égypte, mais nous on ne reviendra plus. Alors les familles sont en larmes et puis le père leur dit dans 2 heures nous arrivons en Israël. Alors David ne comprend pas, il est en pleine nuit, il y a quelques heures auparavant il était encore chez lui, il pensait à Aïcha, il pensait à son contrôle scolaire le lendemain. Et puis il se retrouve un peu schizophrène, à la vitesse grand V, devoir s'intégrer en Israël, apprendre l'hébreu, trouver d'autres références. Puis le pays qu'il a quitté,
l'Égypte est tout près, puisque c'est des pays oui, frontaliers. c'est très proche. Mais mentalement, on devient très loin, puisque c'est le pays de l'ennemi. Oui, oui. Donc, communiquer avec l'Égypte ou un Égyptien ou une Égyptienne relève de l'intelligence avec l'ennemi, de la trahison. Et inversement, Aïcha, qui est restée à Quai, qui s'aperçoit quelques jours après que David et sa famille et les familles juives ont disparu, cette musulmane égyptienne se retrouve déprimée, désemparée, et essayer de rentrer en contact avec un Israélien relève également de la haute trahison, avec l'ennemi, de la haute trahison. Et donc, vont-ils se résigner à ne plus se voir avec deux destins qui ont été empêchés par la grande histoire, par ces monstres froids que sont les États? Et bien non, puisque va entrer en scène, pour finir, j'arrêterai là, une troisième personne, qui est un diplomate des Nations Unies, un diplomate suisse, donc qui lui va sans problème d'un pays en guerre à un autre pays en guerre, passe sans problème les frontières, et puis ce diplomate, un peu malgré lui, au départ en tout cas, va servir d'intermédiaire entre ces deux êtres qui ne sont pas résignés à s'abandonner, qui ne sont pas résignés tout court, même s'ils sont attachés à leur identité, leur religion, leur pays, mais ils trouvent les limites de cet attachement par quelque chose qui est plus fort, c'est-à-dire tout simplement l'amour, les passerelles communautaires. C'est une réflexion, c'est un peu pompeux, mais quand même sur la condition humaine, sur la liberté et sur le conditionnement. Alors, vous avez très bien résumé cette histoire et j'espère que nos auditeurs auront envie d'en savoir plus. Moi, je voulais vous demander, dans le contenu, vous insistez, donc vous en avez parlé, sur le fait que la nationalité égyptienne n'a jamais été accordée aux membres de la communauté juive, bien que présente depuis des siècles. Alors, ils étaient quoi? Ils étaient apatrides? Oui, à l'époque, c'était des apatrides, et puis beaucoup de juifs égyptiens. Mais sur leur papier, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il n'y avait pas forcément tout le temps de papier, ou en tout cas, ils n'avaient pas la citoyenneté, ou parfois pas une nationalité pleine et entière. Et donc, il y avait marqué juif? Il pouvait y avoir marqué juif, mais on est à une époque où on ne distribuait pas une identité avec un état civil, qui d'ailleurs n'est pas un état civil dans ces pays-là. Ça s'est construit progressivement. Et surtout, certains juifs sont là et n'ont probablement pas quitté le pays depuis plus de 2000 ans. Oui, c'est ça. Puisque sont là bien avant les musulmans, et même avant les Coptes. Oui, on pense même que c'était le même peuple qui s'est... certains pensent même, il y a beaucoup de thèses de plus en plus convergentes qui mentionnent que probablement le peuple juif, pas celle de Sigmund Freud ou de Akhenaton, cet empereur monolithe, qui aurait été chassé d'Égypte et dont on pense que peut-être ce serait une des origines du peuple juif. Non, il y a des travaux aujourd'hui de philologie, d'épistémologie, d'archéologie, et même tout simplement qui montrent que l'alphabet hébraïque et les hiéroglyphes égyptiens se ressemblent. Les idéogrammes égyptiens ressemblent en termes de calligraphie aux 23 lettres de l'alphabet hébraïque, et que le sens qui est donné à chacune de ces lettres est le même dans les deux cultures, comme les Égyptiens étaient circoncis, ne mangeaient pas de porc, faisaient l'équivalent d'un Shabbat. Donc il y a beaucoup de règles communes qui n'arrêtent pas d'interpeller ceux qui veulent dépasser, je dirais, les histoires classiques ou la légendologie, remettre en cause le connu. Quoi qu'il en soit, la présence des Juifs en Égypte ils ont toujours été là, notamment lorsqu'il y a eu lorsqu'ils ont été chassés d'Europe vers 1492, certains sont allés au Maroc, au Maghreb, et en Égypte, d'autres étaient déjà là et n'ont jamais quitté l'Égypte. Il y a toujours eu des allers-retours, certains étaient là donc, depuis aussi l'Empire ottoman, qui à un moment donné a été un peu plus favorable à la présence des Juifs, et évidemment tous ces équilibres ont été bouleversés en 1948 avec la création de l'État d'Israël, parce que les Juifs ont dû fuir le pays arabe ou sont partis, parce qu'il y a eu une alia, une immigration vers Israël qui a été aussi organisée par l'agence juive. Et en même temps, c'est un livre, le Testament d'Alexandrie,
sur la mémoire et un peu la schizophrénie identitaire que connaissent, alors pas simplement certains Israéliens nés à l'étranger, mais aussi chez nous, par exemple, des pieds noirs qui ont connu et encore qui ont dans leur cœur la déchirure, cet exil, de l'Algérie. Oui, bien sûr. Alors, c'est une histoire intense, hein, je le répète, d'une qualité vraiment ciselée dans la documentation historique, ponctuée de phrases qui ne laissent pas indifférent. Moi, j'en ai relevé quelques-unes. Et si tout est réalité dans les faits historiques, Aïcha et David sont-ils des personnages fictifs ou réels, Frédéric? C'est la question que l'on se pose tout au long du livre. J'allais dire les deux. Même Henri. J'allais dire les trois. Il faut laisser planer le mystère. D'abord parce que c'est un roman. Deuxièmement parce que je pense que le mystère c'est important. Troisièmement, il faut aussi protéger des gens. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de destins contrariés et de gens qui ont gardé des contacts, se sont aimés, n'ont pas pu aller au bout et se retrouver, mais se sont aimés malgré des frontières, malgré des pays en guerre, malgré des climats passionnels, des haines et surtout des interdits communautaires. Et c'est une mémoire douloureuse. Je dirais que c'est un livre qui est basé sur des faits réels et qui est un roman inspiré de faits réels. C'est ça. Alors, je le répète, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est l'histoire, bien sûr, mais c'est aussi la psychologie des personnages, hein, leur monologue intérieur, l'amplitude de leurs sentiments. Vous avez un style à la fois journalistique pour les faits historiques et très poétique dans la description des lieux, des situations. Je voudrais juste citer quelques phrases à propos de cette poésie. C'est page 56. C'était un après-midi torride. Le soleil implacable cogne tel un forgeron sur les vitres, les voitures et les petites tonnelles des échoppes. Les gens vaquent à leurs achats. La foule loqueteuse du petit peuple a envahi le souk où se croisent les porteurs d'eau de tamarin, les marchands de maïs grillé ou de falafel. Les mères de famille négocient les épices et les légumes, puis font le plein de pain, d'œufs et de victuailles. On entend le bruit du fouet qui claque sur les chevaux tirant les calèches d'un autre âge. Dans le brouhaha ambiant surgit la voix de la diva. L'odeur âcre du café noir titille les narines des passants. On est vraiment... on est comme dans un film, je trouve. Est-ce que ça vous demande beaucoup de travail de faire de telles phrases? Est-ce que vous devez... Enfin, vous nous avez expliqué que vous mentalisiez, mais voilà. Je mentalise, je ferme les yeux, je fais appel à mes souvenirs et à mes voyages. Alors, mes voyages au Moyen-Orient, mes voyages au Liban, mes voyages en Jordanie, en Égypte, évidemment, qui est un pays qui me fascine, mes voyages en Israël, mais aussi au Maroc. Et puis, ce que vous avez décrit, cette magie de l'Orient, ces parfums, ces marchés. On sent l'odeur du maïs grillé. Ces personnages, cette langueur, cette lenteur, ce faux laisser aller et en même temps, de temps en temps, on sent qu'on est dans un chaudron bouillonnant. Oui, complètement. Donc, ça me prend du temps, oui et non. C'est surtout une affaire de concentration. C'est ça, ouais. Alors, vous faites dire à Shimon Peres à propos du mariage mixte, sur le fond, vous n'avez pas tort. Réalité ou fiction? Je pense que quand il s'adresse à David. Je pense que Shimon Peres, comme beaucoup de dirigeants israéliens, pensent que le mariage mixte n'est pas possible. La plupart des Juifs qui ont immigré en Israël n'ont pas immigré pour aller s'assimiler à travers le mariage mixte, puisque pendant des centaines d'années, ils ont résisté à l'assimilation. C'est ça, oui. Mais en même temps, Israël est pétri et fait des références à des valeurs démocratiques, notamment des valeurs d'humanité, d'humanisme, de liberté et d'égalité, de fraternité, qui sont les mêmes que les nôtres. Et on ne peut pas, au nom de ces valeurs,
refuser le mariage mixte. Ouais. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, oui, c'est quelque chose qui ne colle pas. Que vous défendez très fort. Hein. Il y a un manque. Ouais. Moi qui aime et qui m'intéresse beaucoup à l'État d'Israël, qui est un vrai succès sur beaucoup de plans, on ne peut pas empêcher deux êtres de confessions différentes de s'interdire à travers la législation d'un État. Alors d'ailleurs, le débat se pose aujourd'hui de façon marginale au Liban comme en Israël, parce que vous avez des couples mixtes, arabes et juifs. Or, le but et mon objectif à travers ces phrases, c'est pas de prôner une espèce de métissage généralisé, une bouillie multiculturelle qui ferait disparaître les identités. C'est juste de m'arrêter et de dire, posons-nous, on ne peut pas empêcher deux êtres qui sont de religions différentes, encore plus lorsqu'ils vivent dans un même État, de s'aimer et de pouvoir se marier. Ça s'arrête là. C'est un contresens démocratique. Oui, complètement. C'est une faille démocratique, indépendamment de la qualité démocratique des États, pour l'espèce pour Israël, mais même pour les autres États arabes. Et puis, je pense sincèrement que ceux qui vont braver les interdits et qui vont réaliser ces mariages mixtes, alors fut un temps raconter des inepties en disant oui, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes parce que les autres en créent. Oui, c'est ça. Mais si les autres n'en créent pas, et qui font preuve de tolérance normale, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la plupart des gens qui divorcent aujourd'hui sont des gens qui ont la même confession. C'est ça, oui. Religieuse. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein, lorsque les conditions de la liberté s'y prêtent. Alors, je pense qu'il y a très peu de gens qui choisiraient probablement le mariage mixte s'il était autorisé à l'intérieur d'Israël ou en Égypte ou au Liban, mais ces gens-là feraient beaucoup de bien parce qu'ils créeraient une catégorie de citoyens, des ponts transcommunautaires, et ces citoyens incarneraient surtout l'idée d'une vraie nation inclusive et pas d'un bloc de nations qui serait une mosaïque. Ils incarneraient une forme de creuset et de nation inclusive qui permettrait de se sentir totalement membre d'un État et pas juste membre d'une communauté gérée par un État. C'est deux choses différentes. Et à côté de ça, qui est une approche intellectuelle, comment juste peut-on empêcher deux personnes qui s'aiment de laisser leur cœur se désemmurer, aller les uns vers les autres et créer une troisième identité, puisque les identités sont évolutives, elles sont plurielles, et ça s'appelle l'amour. C'est ça, oui. Et comment ça s'appelle le fait de les empêcher? C'est en quoi votre livre est un véritable hymne à l'amour, à la laïcité, à la tolérance. Les dernières pages que je ne dévoilerai pas sont magnifiques et d'une émotion incroyable. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup pleuré à la fin de ces dernières pages. Merci Frédéric Lose pour ce partage. Bravo pour votre talent. Je rappelle le titre de votre roman, Le Testament d'Alexandrie, publié aux éditions Fauve. On fait une petite pause pour se remettre de nos émotions. Ça va, c'est bien. Oui, ça va. J'ai d'autres choses à dire, mais bon. Vous avez un stylo caméra. Comment? Vous avez un stylo caméra. Dans la phrase qui a été citée, là, on voit. On est dans un film. On voit ce que vous, absolument. je vois ce que vous écrivez. Mais il y a plein de pages comme ça, c'est magnifique. Ça me fait penser à cet écrivain français contemporain qui a écrit Il neige, cette histoire le retour de la grande armée de Russie. Comment s'appelle-t-il? Bazin? Non. Mais il a un visage très émacié, les cheveux un peu longs. Et voilà, quand on lit ces textes, on est dans la souffrance, la douleur de ces gens dans la neige, etc. On voit, les images sont là, on ne lit plus, on voit. Mais là, on a le goût de l'eau de tamarin, enfin vraiment, c'est fort. Hein. Ouais. Non, mais j'ai été, je me suis imprégné. Hein, on ne peut pas écrire un livre comme celui-là si on n'a pas aimé
les lieux, les gens, oui. Puis je fais des rencontres. Moi, j'ai fait de magnifiques rencontres en Israël. J'ai rencontré des gens aux prises avec des problèmes identitaires très forts. Un arabe israélien qui se faisait appeler Moshe pour travailler, pour draguer, mais parce qu'en Israël, ça lui permettait de vivre mieux. J'ai rencontré une Israélienne qui se posait des questions parce qu'elle était amoureuse d'un arabe israélien. Elle savait que c'était impossible et en même temps, voilà, elle n'est pas devenue Maïcha israélienne parce que les tabous étaient trop forts, mais je pense qu'elle se pose des questions à vie. Bien sûr. En disant, est-ce que je ne suis pas passé à côté de mon destin au nom de la défense et la pérennité d'une culture, de mon destin individuel. Et pareil dans le monde arabe, malgré les tabous et la pression. Ça c'est Lady Gaga avec Elton John. Sign from above. Oh, je ne dirais pas. Pardon. Faut que j'aille. Oui, non, c'est vraiment c'est un beau livre. C'est un livre à offrir. À offrir. Enfin, moi, je vais l'offrir. Comme on lit beaucoup dans notre famille. Et je pense que c'est un livre sur, vous l'avez dit, la laïcité, la sécularisation, le débat sur le communautarisme qui restreint l'espace social, qui nous fait régresser, quoi. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie, c'était un extrait d'un duo entre Lady Gaga et Elton John. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lose, directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise et auteur du Testament d'Alexandrie publié aux éditions Fauve, et Gérard Vespierre, fondateur du Monde Décrypté, un site web indépendant. Alors Gérard Vespierre, merci également d'être parmi nous ce matin. Merci à vous. J'ai dit en préambule qu'il y a plusieurs façons de voir le monde et la vôtre est de donner une priorité absolue aux faits avec une méthodologie que nous allons découvrir. Mais avant, pouvez-vous nous rappeler votre parcours également, Gérard? Bien volontiers. Je viens à la géopolitique par un petit détour du monde, du réel justement, du monde de l'entreprise. Formation donc école de commerce, ISC Paris, et ensuite Paris Dauphine, maîtrise de gestion, DEA de finance. Donc j'ai pu exercer 20 ans d'activité professionnelle dans un grand groupe américain dont le siège était à Cergy-Pontoise, avec un 3 on peut le citer, c'était le groupe 3M. Voilà. Absolument. Et donc après 20 ans pratiquement également en tant que consultant. Donc quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, je vais reprendre une image que m'a donnée le directeur du cercle géopolitique de l'université Paris-Dauphine, qui m'a dit: ah oui, vous, lui qui est professeur d'économie, vous avez mis les mains dans le cambouis. Et voilà, donc quand on est dans une entreprise, que l'on a des responsabilités, que l'on a des décisions à faire prendre par un président ou un directeur général, il faut les préparer, il faut être dans la réalité, et il ne faut pas se tromper. Et donc vous êtes obligé de trouver des faits pertinents et de les relier entre eux pour aboutir à une décision. Et donc c'est ce cheminement-là que finalement je me suis appliqué dans le domaine géopolitique. Et donc de ne pas effectivement accepter des idées, mais aller chercher les faits. Et donc pour moi, la géopolitique, je compare avec la géophysique. Oui. Et la géophysique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en particulier, c'est la fameuse théorie, mais qui est aussi très très pratique, très concrète, très réelle, de la tectonique des plaques. Des plaques qui se rencontrent
à la plaque continentale avec la plaque océanique et qui crée un tremblement de terre, qui crée un raz-de-marée, qui crée des pressions dans la croûte terrestre, qui crée des explosions de volcans. Donc voilà, cette dynamique de plaques, eh bien, je dis, elle existe aussi en géopolitique. Et les conflits, les crises qui se font jour ou qui surviennent, eh bien, c'est la rencontre de plaques. Une plaque idéologique qui va rencontrer une plaque de conflit de frontières, qui va rencontrer une plaque de tension économique, qui va rencontrer une autre plaque plutôt religieuse. Et donc, c'est cet amalgame de tensions et de rencontres qui vont créer des conflits. C'est ça, vous dites que c'est l'idée que les forces nationalistes, économiques, ethniques, religieuses se rencontrent donc comme ces plaques et peuvent provoquer parfois des tsunamis. Oui, effectivement, les guerres que nous avons connues en Europe depuis des siècles sont effectivement des rencontres de plaques idéologiques, de plaques économiques, de tracés de frontières. L'Alsace-Lorraine, des choses aussi simples que ça, et combien de millions de morts derrière. Donc, effectivement, actuellement, on peut distinguer 4 grands arcs de crise dans le monde. Il y a un arc de crise qui est le long toute la côte chinoise pacifique. Donc vous avez tout au nord la Corée du Nord, et vous avez les conflits entre la Chine et le Japon sur des îles. Vous avez le conflit de Taïwan, vous avez la tension de Taïwan, vous avez à nouveau des conflits autour des îles Paracels et aussi d'autres chapelets d'îles, entre le Vietnam, la Chine et puis la Malaisie, le Brunei, les Philippines. Donc vous avez tout cet arc de crise depuis la Corée du Nord jusqu'à la Malaisie, 6000 km. Vous avez un autre arc de crise dans le monde qui est le long de la frontière russe. Les troupes russes occupent toujours illégalement une partie de la Géorgie. Mais oui, c'est ça, c'est pas du côté chinois. Non, de l'autre côté, la frontière occidentale russe. Donc vous avez de la Géorgie, vous avez la présence russe et l'annexion de la Crimée, vous avez la présence russe, même si elle est avec des troupes hybrides. On va revenir sur le sujet en Ukraine, les tensions dans les républiques baltes qui ont une forte minorité russe. Donc là, à nouveau, vous avez 6000 km de tension. Et puis, un peu plus au sud et à l'ouest, en progressant, eh bien, vous avez l'énorme arc de crise du Moyen-Orient, de la frontière afghane à Beyrouth, dont on vient de parler tout à l'heure. Donc là, à nouveau, 6000 km pratiquement. Et quatrième arc de crise, le Sahel, où vous avez de la Mauritanie au Tchad, à nouveau, cette distance, avec des conflits latents liés à la pauvreté, liés à la religion, liés à des interventions extérieures. Très bien. Alors justement, vous dites que à propos un des arcs de la crise, c'est la mer de Chine. Est-ce que contrôler l'espace maritime a toujours été un enjeu pour les puissances terrestres, avec en plus aujourd'hui l'appropriation des fonds marins? Est-ce que dans vos arcs de crise, vous avez intégré ce phénomène? On vient d'en parler avec les îles Spratly et Paracels, n'est-ce pas, justement au sud de la Chine. Donc la présence maritime va être un des facteurs clés, et la puissance militaire maritime va être un des facteurs clés dans les années à venir, dans cette région en particulier, mais vous avez aussi l'Arctique. Oui, bien sûr. Donc voilà, absolument. Vous avez un certain nombre de zones qui vont devenir chaudes. Et actuellement, enfin depuis quelques années, vous avez des opérations qu'on appelle des FONOPS, Freedom of Navigation Operations, et auxquelles donc se prêtent les marines occidentales, américaines, qui envoient près des eaux territoriales chinoises des bâtiments. Les Anglais font de même, et la marine nationale française participe également. On a envoyé un de nos plus gros bâtiments, le Dixmude, il y a un an et demi, des frégates, pour montrer donc à la politique chinoise et au peuple chinois, au gouvernement chinois, qu'effectivement, il y a des traités internationaux qui ne reconnaissent pas
dessins chinois ou les cartes chinoises, la fameuse carte des 9 traits, qui est une invention chinoise. Eux s'appuient sur ces documents-là, mais ils ne sont pas reconnus même par les tribunaux internationaux. Donc voilà, et d'où le conflit latent. Et je crois, puisque je dis une de mes différences ou particularités, c'est de faire de la projection, je pense que dans quelques temps, il y aura, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais de la tôle froissée en mer de Chine. Les bâtiments vont s'approcher assez prônés parce que voilà, il y a vous le ressentez une tension. Comme ça, oui. Il y a eu en début d'année un bâtiment militaire russe qui est venu vraiment couper la trajectoire d'un bâtiment militaire américain. Pas n'importe quel jour, le jour où le président Xi était à Moscou. D'accord, donc, tout un message symbolique. Vous rapprochez les faits, et là vous avez un sens de la Russie qui essaye de faire un geste politique vers la Chine. Ah oui, c'est intéressant. Alors, toujours à propos de la Chine, on va parler du coronavirus, vous n'y échapperez pas. J'espère que si. Oui, d'en parler. Comment a-t-il changé le monde et comment la Chine a-t-elle transformé sur la scène internationale une menace en une opportunité pour la renforcer? C'est vrai que c'est très fort, ça. Je crois que je suis de l'avis juste opposé. C'est vrai? Alors, la Chine a mené depuis quelques années un grand changement stratégique. Les fameuses routes de la soie. Oui. Pour la première fois depuis 1417 et les premières grandes expéditions maritimes de la Chine vers l'Afrique et vers l'Australie, donc la Chine n'était jamais sortie de chez elle. Et donc 5-6 siècles plus tard, elle a un plan complet de sortir de chez elle. Et si on regarde la carte, parce que, comme l'a joliment écrit un auteur anglais qui s'appelle David Cossindé, la graphie domine l'histoire. Et quand vous regardez la carte des routes de la soie, où finissent-elles? Elles finissent comme les routes de la soie du temps de Marco Polo, elles finissent en Italie, elles finissent en Europe. Et donc, vous avez cet élan chinois pour la prochaine génération de faire venir en quelques jours de train des produits de haute technologie, produits pour un marché domestique chinois d'1,4 milliard donc d'habitants ou de consommateurs, donc avec des coûts de production faibles, puisque vous avez la masse domestique, n'est-ce pas, nationale, et vous avez à offrir ces produits-là jusqu'au premier marché du monde, 500 millions de consommateurs, si on prend l'Angleterre, au niveau de la communauté, l'Union européenne, et si vous ajoutez l'Ukraine et la Turquie, vous avez plus de 600 millions de consommateurs. Qui domine l'Europe domine le monde. Actuellement, ce sont sur les États-Unis depuis 1945, donc qui ont pris pied, et c'est bien notre responsabilité de leur avoir demandé de venir à l'Europe. Bien sûr, ils ont établi une puissance économique avec des usines, des entrepôts, des sociétés, etc. Donc, le grand risque que les États-Unis ont vu, c'est que à long terme, il y a une possibilité pour les États-Unis de perdre cette position dominante, ou en tout cas d'avoir un adversaire et un concurrent très très proche de leur position dans le premier marché mondial. Or, qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus? C'est qu'il y a de la part du monde entier un pas en arrière vis-à-vis de la Chine. Premièrement, vous avez créé le problème, et deuxièmement, vous n'avez pas su gérer le problème. Parce que le premier médecin ophtalmologue qui a dénoncé, donc au mois de décembre, le virus est probablement donc une épidémie et probablement une pandémie possible, il a été arrêté. On lui a interdit de diffuser ça. Donc, je pense que c'est une des grandes erreurs stratégiques de la Chine en 2020, c'est de ne pas avoir su maîtriser, de deuxièmement avoir su s'opposer à sa propre population qui
portait ce message en disant il y a un problème, et troisièmement, de vouloir être le sauveur. C'est une hérésie, ça ne tient pas la route. Quand il y a quelques mois, l'ambassade de Chine à Paris a émis des messages en disant effectivement, vous Français, vous savez pas, il y a tout de suite eu une levée de bouclier. Oui, donc, et cependant, économiquement, là, ils battent le plein. Je ne crois pas. Vous savez, non, pensez que c'est erroné. Il y a toujours au moins 2 millions de barils par jour qui ne sont pas consommés en Chine et qui ne sont pas produits, qui ne sont pas achetés. Bon. Donc il y a aussi des grands points faibles. La Banque centrale chinoise est riche, mais les entreprises chinoises représentent le premier risque pour la Chine parce que les entreprises chinoises sont très endettées. Ah oui, c'est vrai. Et donc, vous avez déjà eu des défauts de paiement, vous avez déjà eu des faillites à coût de milliards de dollars, n'est-ce pas? Et donc là, il y a risque d'un crash énorme. Ouais, absolument. Ouais. Vous partagez ce point de vue, Frédéric Claus? Je vous ai vu opiner de la tête. Oui, mais écoutez, je partage ce point de vue et cette analyse de haut niveau. Effectivement, c'est trop gentil. La Chine, les deux moteurs de la croissance, aujourd'hui c'était le moteur de l'exportation, mais à quel prix? C'est-à-dire exporter des produits en direction notamment de ce fameux marché européen de 500 millions d'habitants et notamment également de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, dans cette relation asymétrique où on a laissé pénétrer l'économie chinoise jusqu'à détruire pratiquement notre industrie, je dis bien asymétrique, il y avait en contrepartie cette idée que ce marché chinois d'1,4 milliard faisait saliver tout le monde, allait s'ouvrir, et que petit à petit, avec les règles de l'OMC, les normes sociales, environnementales allaient être respectées. Mais on est aujourd'hui loin du compte. C'est-à-dire le commerce international, la mondialisation ont permis à la Chine, comme à d'autres États, et c'est positif, de sortir du sous-développement et finalement de profiter au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, il y a quand même un danger parce que la Chine est une dictature. On a évoqué avec le coronavirus. Pour bien traiter un problème, c'est-à-dire sa thérapie, faut-il bien connaître le diagnostic, et en l'espèce l'origine du virus. Aujourd'hui, faire que la Chine devienne la pharmacie de l'Europe, on voit bien que c'est une fragilité et un problème encore plus avec un État qui n'a pas les mêmes règles que nous. Après, si le premier moteur a été l'exportation, et ça c'est la grande fragilité chinoise, le deuxième moteur pour la Chine de croissance, ça pourrait être effectivement l'augmentation du pouvoir d'achat en interne des Chinois. Mais ça mettrait à mal ce modèle qui est bâti sur un avantage comparatif à l'exportation. Et puis qui dit augmentation du pouvoir d'achat, très souvent ça s'accompagne d'une démocratisation qui peut-être va arriver, et déjà arriver et qui pourrait être un danger pour le pouvoir politique chinois. Et c'est pour ça que je partage l'analyse sur ce géant, malgré tout au pied d'argile, mais qui pèse 1,4 milliard d'habitants, qui découvre un peu la notion de puissance. Jusqu'à présent, c'était un pays quand même très auto-centré, et aujourd'hui qui devient un pays qui a besoin, de toute façon, au-delà même d'une aspiration à la puissance, qui a besoin de trouver des marchés pour nourrir cette croissance, ce moteur de la croissance qu'est l'exportation, peut-être pour faire en sorte de ne pas faire battre à plein le moteur interne pour son pouvoir d'achat. Je partage, pour finir, tout ce qu'a dit Gérard. Dans cette ligne de fracture, évidemment, il y a aussi la Turquie, plus que l'Iran encore, je pense, aujourd'hui, qui représente un problème. Oui, dans le dirigeant. Sur l'avantage compétitif chinois, je crois qu'il faut vraiment bien avoir la trajectoire dans les yeux. C'est que le décollage de la Chine s'est fait par le low-cost producer. On est venu en Chine parce qu'ils savaient fabriquer
à des coûts particulièrement compétitifs parce que le coût par de la rapport main-d'œuvre à nos charges sociales. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? C'est que le coût de la main-d'œuvre a augmenté de façon considérable. Et deuxièmement, plus on part vers l'industrie sophistiquée, plus on est dans la robotisation. Or, un robot qui produit à Shanghai, qui produit à Seattle ou qui produit à Strasbourg, il produit à peu près à son coût de robot, qui est le même pour les 3 villes, n'est-ce pas, pour les 3 pays. Donc l'avantage compétitif chinois avec la technologie est appelé à disparaître, ou en tout cas à s'éroder, à la différence près qu'il bénéficie toujours de ce grand marché intérieur. C'est ça. Je voudrais qu'on revienne, c'est passionnant tout ce que vous nous dites, mais moi je voudrais revenir justement au Moyen-Orient, puisqu'on en a parlé avec Frédéric Claus, puisque après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan, le Maroc a annoncé la semaine dernière qu'il allait signer la normalisation avec Israël. Alors le Maroc met ainsi en avant les relations historiques et culturelles entre les 2 pays, un clin d'œil au livre de Frédéric Claus, puisque la communauté juive est antérieure à la présence arabe et islamique. Mais est-ce que ce ne serait pas un des derniers effets surprises de Donald Trump, cette annonce? Il n'y a pas de surprise. Non. Il n'y a pas de surprise entre les 3 partenaires, les États-Unis, le Maroc et Israël. C'est une longue histoire, n'est-ce pas? Les États-Unis ont eu une présence importante au Maroc depuis justement la Seconde Guerre mondiale. La base de Kénitra, j'ai eu l'occasion de m'y rendre dans les années 70, était une base américaine, qui était dans le dispositif stratégique de l'OTAN, un des points d'appui, base arrière par rapport à l'Europe occidentale. Donc, des relations américano-marocaines qui sont établies depuis de longue date. Deuxièmement, les relations entre Israël et le Maroc. Le roi Hassan II, dans les années 80, n'est-ce pas, a ouvert la porte à ce dont parlait Frédéric tout à l'heure, l'Ayala, pour le retour donc des Juifs marocains vers Israël. Donc voilà, il y a déjà eu de grands accords, si vous voulez, de partenariat entre les 2 pays. Donc là, il y a une mise en scène, il y a effectivement une concomitance d'événements par rapport aux pays du Golfe et qui alimente une dynamique de reconnaissance et de participation du gouvernement et de l'État d'Israël dans le monde actuel. C'est une sorte d'officialisation, donc alors c'est une sorte d'officialisation internationale. Oui, disons c'est un degré supplémentaire dans l'escalier ou dans l'échelle relationnelle. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose à cette analyse? Simplement pour compléter, vous aviez une très grande communauté juive au Maroc, communauté juive qui est très attachée au Maroc. Lorsqu'il y a eu effectivement la création de l'État d'Israël, l'Aliyah en provenance du Maroc, beaucoup de juifs marocains ont immigré en Israël. Et aujourd'hui, parmi ces juifs séfarades venant des pays arabes, c'est probablement les juifs qui sont restés le plus attachés à leur pays d'origine. D'accord. Donc il y a quelque chose de sentimental. Donc ça a déjà favorisé l'envie de procéder à une reconnaissance. Dès la naissance du Maroc, les services de renseignement israéliens, marocains et même français travaillaient ensemble. L'affaire Ben Barka peut en témoigner, mais plus globalement, le Maroc a toujours eu une position plus modérée que l'ensemble des pays arabes, qu'on appelait celle du front du refus à l'égard d'Israël. Et j'ajoute également que lorsqu'il y a eu la reconnaissance pour la première fois de l'État d'Israël par l'Égypte, qui a bloqué le blocus arabe, avec ce geste extraordinaire de Sadat, en 1977, à la Knesset, et puis la reconnaissance de l'État d'Israël, parmi les pays qui ont participé
à ce rapprochement secret, il y a eu le Maroc, qui pourtant n'avait pas de relation diplomatique avec l'État d'Israël, mais il y a eu le Maroc, il y a eu la Roumanie, alors bien sûr, les États-Unis, voilà. J'ajoute également qu'il y avait déjà eu des relations diplomatiques en 2000, je crois, qui avaient été interrompues à la suite des incursions israéliennes militaires à Gaza, interrompues, mais les liens n'ont jamais stoppé. Et aujourd'hui, il y a un très riche patrimoine juif au Maroc. Et d'ailleurs, le gouvernement marocain, je crois savoir, est en train, ce qui serait assez révolutionnaire, de vouloir rehausser, faire connaître ce patrimoine juif solide, parce que la paix entre États, c'est très insuffisant. C'est aussi le thème du témoignage du testament d'Alexandrie, de mon livre. Ce qui compte pour une paix durable, c'est la paix des peuples. C'est ça. Ouais. Et l'histoire. Il y a une longue histoire. Il y a une longue histoire entre les deux courants religieux et ethniques. Donc c'est effectivement c'est solide parce qu'il y a une trajectoire. Et je pense également que c'est solide. Et puis on a cette communauté juive marocaine, enfin ces Israéliens d'origine marocaine qui veulent, ou certains y sont déjà allés, retourner au Maroc. Ça c'est très intéressant, parce qu'on peut avoir demain une forme de réconciliation, soyons un peu utopiques, judéo-musulmane, et là qui est très intéressante, et le Maroc a toujours d'ailleurs joué un rôle très important, notamment lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne au XVe siècle. Ils ont largement été accueillis au Maroc. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut se rappeler également que le grand-père du roi actuel du Maroc avait refusé, entre guillemets, d'extrader, sous les ordres de Vichy, d'extrader les Juifs français qui vivaient au Maroc et les a protégés. Oui, c'est un geste fort. C'est un geste fort et rare dans le monde arabo-musulman. Alors, tout cela fait qu'on n'est pas très étonné qu'il y ait aujourd'hui des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, 72 ans après la création de l'État d'Israël. Et puis, le Maroc n'a pas de conflit frontalier avec l'État d'Israël. Alors après, que les États-Unis mise en scène la marocanité sur le Sahara occidental, qu'ils aient sorti le carnet de chèques, que les États du Golfe aient voulu aussi, probablement, ça c'est la géopolitique, politique des États, mais il y a aussi un contenu charnel, humain, une histoire et des perspectives intéressantes judéo-arabes pour faire revivre, mieux reconnaître ce patrimoine juif marocain et même maghrébin. Il ne faut pas oublier qui était par exemple la Kaena. Ça peut être l'intérêt peut-être d'un prochain roman, pourquoi pas. Écoutez, c'est un message d'espoir que vous nous donnez. Maintenant, il reste, peut-être que vous voulez nous en dire un mot, mais bon, vous avez parlé de la Turquie, il y a aussi l'Iran, qui est, je ne suis pas sûre que l'Iran soit prêt à faire ce rapprochement israélo-arabe. La Turquie, le parallèle entre la situation avec la Turquie et la situation en Iran est intéressant. Je crois que la situation turque elle est liée à la stratégie et à la vision de Tayyip Recep Erdogan. C'est la vision d'un homme. Alors que dans la situation qui a eu bien sûr autour de lui des visionnaires, Davutoglu en particulier, mais la situation iranienne est totalement différente. Elle plonge déjà dans une histoire contemporaine beaucoup plus longue, 1979, donc on est à 42 ans après la chute du Shah. On a en plus une doctrine religieuse prenante, le Velaya et Fakis, donc il y a un guide suprême et donc qui imprime complètement sa marque sur l'ensemble des dispositifs politiques du pays. Et donc l'Iran est sorti de façon substantielle de ses frontières. La Turquie un petit peu, mais de moindre façon. Et on évoquait tout à l'heure le Liban.
la création du Hezbollah, 1982, officialisation 1985. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en pleine guerre entre l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein, Khomeini mettait déjà en avant ses pions géopolitiques en militarisant les chiites libanais. Donc, alors qu'il était en prise avec une guerre qui a fait énormément de morts, 1 million de morts entre deux pays, et bien, il avait déjà les yeux ailleurs. Donc, c'est montrer l'importance de cette vision politique de Téhéran, conflit religieux. Le conflit dont on a parlé depuis des années entre chiites et sunnites. Regardez ce qui se passe. Pourtant, ils n'arrivent pas à s'entendre, sunnites et chiites. Regardez ce qui se passe à la Mecque. Autour de la Kaaba. Est-ce que vous voyez du sang? Vous voyez des milliers, des centaines de milliers de pèlerins chiites et sunnites qui tournent en prière autour de la pierre noire. Il n'y a pas de conflit au sens où nous l'entendons dogmatique, parce qu'il n'y a pas de dogme entre eux. C'est juste un problème de succession par rapport au prophète. Bon, donc ça, ce n'est pas un dogme. Nous, entre catholiques, par exemple, et protestants, on est dans des guerres de religion dogmatiques. Donc on va à l'affrontement, on va à la mort. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, n'est-ce pas? On connaît la parole d'un évêque. Donc voilà, et donc on a... entre la Turquie, et pour revenir à cette parallèle, et l'Iran, une situation que je dirais, entre ce qui concerne l'Iran, une situation stratégique, et en ce qui concerne la Turquie, une situation tactique. Les élections auront lieu en 2023 en Turquie. Le succès de M. Erdogan est loin d'être acquis. Très 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 loin. Il vient de perdre la bataille des municipales il y a 2 ans en perdant Ankara et Istanbul. Donc il y a là déjà 2 candidats, les 2 maires de ces 2 grandes villes politiques et économiques de la Turquie qui sont sur les rangs. Et j'ai cité tout à l'heure le nom de Davutoglu qui a été le ministre des Affaires étrangères, le grand visionnaire donc du nouvel expansionnisme ottoman contemporain. Il a été Premier ministre et puis maintenant il a quitté le parti d'Erdogan. Il est dans l'opposition. Il vient de créer un parti il y a à peu près 1 an, le parti de l'avenir. Voilà. Donc vous avez d'un côté Erdogan qui est arrivé au pouvoir il y a pratiquement 20 ans avec des alliés. Maintenant Oni, Fatema Gülen, les gulenistes, là qui sont pourchassés, qui sont mis en prison, mais il y a 20 ans ils étaient alliés. Donc maintenant, il n'a plus d'alliés, ou juste un tout petit parti d'extrême droite avec les loups gris, le MHP, mais c'est tout à fait marginal. Et son propre parti, ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères, ont quitté le navire. Donc la situation d'Erdogan est très fragile, économiquement aussi. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il essaye de revenir un petit peu vis-à-vis de l'Europe, alors que l'Iran est stratégiquement, idéologiquement, depuis 42 ans, enfermé. C'est ça, oui, c'est beaucoup plus fort. Et donc, qu'est-ce qui va s'y préparer? Vous avez actuellement, j'ai fait une interview hier sur une chaîne de télévision, on posait la question, avec l'arrivée de Joe Biden, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que va-t-il se passer en Iran? Parce que dans 6 mois, il y a des élections présidentielles. Rouhani ne peut pas se représenter, il a déjà fait 2 mandats. Qui va être nouveau président en Iran? Un radical extrémiste? Comment la population, avec le Covid, avec la pauvreté, va réagir à ce théâtre politique? Avec quelle participation? Avec des émeutes? Parce qu'on a faim, voyez-vous. Donc, et troisièmement, tous les jours, je pèse les mots que je vais prononcer à votre micro, tous les jours, il y a au moins dans une ville d'Iran des attentats. Personne n'en parle. Les unités de la résistance mettent des cocktails Molotov tous les jours à Ispahan, à Shiraz, à Téhéran, à Ravaz, à Kermanshah, Komanshah, etc. Dans toutes les villes iraniennes, contre les bâtiments religieux, des fondations, lieux de corruption, contre les bâtiments des Bassidj, donc la police répressive, et troisièmement, contre les bâtiments du ministère de la Justice.
270 pendaisons en 2019. Oui, donc, on a pendu cette année la 109e femme. Donc, c'est des choses où on est au bord de la guerre civile, on est au bord de l'insurrection. Qu'est-ce qui va... Il y a des grèves actuellement. Bon, tout ça, on n'en parle pas. Je ne sais pas au nom de quel couvercle. Mais voilà, là, encore une fois, on s'éloigne complètement des idées pour regarder les faits. Oui, c'est ça. Quels sont les faits? Reste que dans ces pays-là, ce qui gangrène tout, c'est la corruption, vous l'avez dit. Oui, mais alors, c'est une thématique mondiale. Oui, regardez la Chine, qui est intervenue contre les corrupteurs et contre les corrompus. Il y a eu des peines de prison de milliardaires qui ont été arrêtés, jugés, etc. Regardez ce qui se passe, le combat de Navalny en Russie. Regardez effectivement le combat des Iraniens contre leurs élites corrompues. Voyez-vous? Et donc vous avez ce mouvement qui a touché aussi l'Amérique du Sud. Lula. Voyez-vous, donc même un président de la République. Bon. Donc vous avez cette thématique mondiale de peuple, effectivement, au pluriel, qui se lève contre la corruption des élites. Oui, écoutez, il faut espérer que ce mal disparaisse, mais il est tellement ancré, je pense, profondément que ça sera difficile. Il est lié à l'humain et au pouvoir, donc c'est effectivement délicat. Écoutez, merci Gérard Vespierre, vos analyses sont passionnantes. Je pense qu'il faudra que vous reveniez parce que j'avais d'autres questions à vous poser et puis je voulais qu'on parle du Brexit, mais bon voilà, l'heure tourne, l'émission va bientôt se terminer. Les Anglais marchent sur la tête. Donc, rappelez-nous votre site qui est gratuit et auquel on peut s'abonner. On peut s'abonner, et donc lemondedécrypté.com. Et donc, tous les vendredis, vous recevez tout ce qui s'est passé sur le site pendant la semaine, les articles que j'ai pu publier, les interviews, un passage à IDFM, et bien voilà, ça sera dans quelques jours sur le site de lemondedécrypté.com. Très bien. Noël, alors pour vous, pour une belle idée de cadeau à mettre au pied du sapin ou tout autre événement, je vous rappelle le titre de Frédéric Lose de son 4e ouvrage, Le Testament d'Alexandrie, publié aux éditions Fauve. Je vous rappelle également le site de Gérard Vespierre, Le Monde décrypté, des références que vous pourrez retrouver facilement sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Voilà, l'émission est terminée. Frédéric Lose, Gérard Vespierre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. C'était passionnant. Merci à Philippe d'être là ce matin pour avoir assuré la technique. Merci à nos fidèles auditeurs et nous nous retrouverons le 12 janvier 2021, espérons-le non confiné. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes. Continuez de prendre soin de vous et de vos proches. Voilà, j'ai arrêté quelques minutes plus tôt, mais bon.